Chers membres de France-Amérique, chers collègues du conseil d'administration, mesdames, messieurs, monsieur l'ambassadeur, cher Bertrand, soyez tous les bienvenus. Permettez-moi tout d'abord d'excuser l'amiral Xavier Païtard, président de notre section défense et sécurité internationale, qui avait organisé la rencontre de ce soir et qui a été empêché du fait d'une réunion de haut niveau au même moment au ministère de la Défense, à laquelle il a été invité à participer. Il m'a demandé de le remplacer. Ma réponse a été immédiatement oui. Mon nom est Philippe Zeller et je préside la section Canada de France-Amérique. En fait, je la co-préside avec Lise, en réalité. Je me substitue bien volontiers à Xavier Païtard, d'abord parce que cette rencontre répond aux vœux de notre président, Alain Coldefy, qui a souhaité recentrer pour partie nos activités sur la géostratégie, pour des raisons d'actualité que tout le monde comprend. Mais je le fais aussi volontiers parce que cela me permet de renouer avec mon collègue et camarade du Quai d'Orsay, l'ambassadeur Bertrand Besancenot, dont sa modestie dut-elle souffrir. Je n'hésite pas à dire que c'est l'un des meilleurs experts du monde arabe, dans son ensemble, du Proche et du Moyen-Orient plus particulièrement, que le Quai d'Orsay est compté dans ses rangs depuis, allez, je vais faire bon poids, près d'une cinquantaine d'années, déjà. Bertrand, le protocole voudrait qu'à cet instant, j'utilise le vouvoiement, mais cela résonnerait un peu bizarrement dans mon esprit. Après tant d'années de camaraderie et de croisement dans nos parcours respectifs, différents mais marqués par un attachement certain à notre cher ministère des Affaires étrangères. Je vais donc t'introduire en quelques mots et une anecdote. Ta carrière est fondée sur des bases particulièrement solides, depuis le concours général et des maîtrises S-sciences économiques et en droit, jusqu'à un doctorat en sciences politiques appuyé sur le diplôme de l'INALCO, langue arabe bien sûr, avec bien entendu la réussite au fameux concours Orient d'entrée aux affaires étrangères. Quasiment d'emblée, tu as pris le chemin de cet Orient encore éloigné à l'époque. À quoi pouvait ressembler Doha il y a 47 ans, sans ses buildings, son aéroport mondial et son circuit de F1. Puis, tu as engagé l'expérience des affaires stratégiques tant à l'administration centrale qu'à nos représentations permanentes auprès de l'ONU à New York, de l'OTAN à Bruxelles et de la conférence du désarmement à Genève. Un premier poste d'ambassadeur à Doha, à nouveau, 20 ans après, et là je pense que le Qatar avait commencé à se transformer sérieusement, puis une mission de 5 ans de conseiller diplomatique auprès du ministre de la Défense, Madame Michèle Alliot-Marie, de 2002 à 2007, époque notamment du conflit en Irak et de la guerre entre Israël et le Liban en 2006. Après quoi commence une décennie d'affectation à Riyad comme ambassadeur de France en Arabie Saoudite. D'où mon anecdote. Pendant toutes ces années d'une durée d'au moins 3 fois celle qui est usuelle, puisqu'en général on est nommé dans un poste d'ambassadeur pour à peu près 3-4 ans, personne n'a obtenu des plus hautes autorités saoudiennes de pouvoir t'arracher de ce pays. Lorsqu'on préparait les mouvements d'ambassadeurs, tâche à laquelle j'ai été associé à plusieurs reprises, il fallait se résigner. Ah non, Bertrand Besancenot, le ministre en a encore discuté avec ses interlocuteurs saoudiens, mais ils ne veulent pas entendre parler de son départ. Parce que tu avais une qualité exceptionnelle, tu savais faire diwan mieux que quiconque, donc savoir prendre son temps pour fréquenter le pouvoir local et ses coutumes, notamment en fin de journée. On peut vraiment dire que ton savoir-faire et ton savoir-être ont très largement contribué à la qualité des relations de la France dans tous les domaines avec ce pays si particulier. Aujourd'hui, ton expertise du Golfe et plus largement du monde arabe est incomparable, et tu viens de me le dire, tu es d'ailleurs très sollicité. Je m'arrête là pour te céder la parole en rappelant juste que le thème de ton intervention reprend le dilemme, j'allais dire quasi éternel, Moyen-Orient vers la confrontation armée
ou l'arrangement négocié. Avec pareil programme, tu pourrais parler des heures. Il me faudra néanmoins cadrer l'horaire pour le confort de chacun, et puis parce que tu devais prendre un avion, alors cet avion est un petit peu retardé lui-même, mais en toute hypothèse, tu vas justement t'envoler dans les heures qui viennent, une fois de plus, vers cet Orient compliqué. C'est à toi, et on va essayer donc d'organiser les choses pour que tu aies au moins une demi-heure, un petit peu plus si nécessaire. Évidemment, après, nous organiserons un dialogue, je l'espère, le plus intéressant possible pour chacun d'entre nous, chacun et chacune d'entre nous. Merci beaucoup. Bien, d'abord, merci beaucoup, cher Philippe, pour cette présentation très indulgente. Enfin, je me suis quand même retrouvé. C'est toujours sympathique d'entendre sa notice nécrologique avant l'heure, mais ça a été fait avec beaucoup de gentillesse et d'amabilité. C'est vrai que nous, les anciens de la maison, nous conservons un attachement fort au Quai d'Orsay. Et en réalité, nous avons un peu le souci, les uns et les autres, d'essayer de transmettre ce qui peut l'être aux nouvelles générations, que ce soit dans le cadre de colloques ou que ce soit dans des plateaux de télévision. Et donc, effectivement, c'est un plaisir pour moi d'être parmi vous ce soir. Je voudrais effectivement remercier aussi Xavier Païtard, parce que c'est lui qui a eu l'idée de m'inviter à cette rencontre. Et j'avoue que je suis très admiratif devant la capacité de Xavier, qui m'a proposé un thème d'intervention particulièrement d'actualité sur le Moyen-Orient, avec la visite à partir de demain du président Trump dans le Golfe. Donc, si vous voulez, ça montre que des mois à l'avance, il était déjà au courant. Je ne sais pas s'il était dans les services, mais en tout cas, visiblement, il était très efficace. Alors, le sujet, c'est effectivement vers une nouvelle confrontation ou un arrangement au Moyen-Orient. Alors, le Moyen-Orient, vous en êtes tous bien conscients en regardant la télévision ou en lisant la presse, fait la une de l'actualité depuis le 7 octobre 2023, avec l'attaque terroriste du Hamas en Israël et la guerre qui a suivi à la fois à Gaza puis au Liban. Alors, s'y ajoute bien sûr la chute du régime de Bachar el-Assad en Syrie et les propositions parfois surprenantes, pour ne pas dire farfelues, du président Trump sur la région. Alors, la donne au Moyen-Orient, on peut le dire, est aujourd'hui profondément bouleversée, avec beaucoup d'incertitudes, à la fois sur le risque d'une confrontation israélo-iranienne, mais aussi, il faut le dire, sur une possible solution durable à la question palestinienne, et également sur la reconstruction qui sera forcément difficile, à la fois du Liban et de la Syrie. Alors, pour tenter de répondre à ces différentes questions, moi, je vous propose de passer en revue les objectifs des principaux acteurs, parce que je trouve que c'est comme ça qu'on saisit le mieux le jeu, et en tout cas ce à quoi on peut a priori s'attendre. Alors, à tout seigneur, tout honneur, le rôle des États-Unis d'abord. C'est un fait, les États-Unis demeurent aujourd'hui la puissance dominante au Moyen-Orient, et tous les acteurs de la région se positionnent actuellement par rapport aux initiatives du président Trump. Alors, celui-ci ne dissimule pas que sa priorité est la compétition avec la Chine. Et que donc, pour cette raison, il souhaite un désengagement militaire partiel américain, à la fois en Europe, c'est le débat qui a lieu actuellement au sein de l'OTAN, mais aussi au Moyen-Orient, et là, il a en tête plutôt un désengagement d'Irak et de Syrie. C'est donc la raison pour laquelle, vous le savez, il demande aux Européens d'assumer plus eux-mêmes la sécurité en Europe, et par ailleurs, au Moyen-Orient, il voudrait créer une coalition entre Israël et les États arabes du Golfe pour contenir l'Iran. Ce qui implique naturellement une normalisation entre Israël et l'Arabie saoudite, et c'est la raison pour laquelle le président Trump présente cette normalisation comme étant une priorité pour lui dans la zone. Alors, vis-à-vis de l'Iran, le nouveau locataire de la Maison-Blanche ne souhaite apparemment pas un engagement militaire américain de plus, c'est-à-dire cette fois-ci aux côtés d'Israël pour détruire les installations nucléaires iraniennes.
Il préfère, en tout cas à ce stade, négocier un accord avec la République islamique en profitant de son affaiblissement. Et son affaiblissement est dû à plusieurs facteurs que vous connaissez. D'abord, une situation économique qui est désastreuse. Ensuite, le renforcement de l'opposition intérieure qui est clair. La perte de ses proxys, ou en tout cas l'affaiblissement de ses proxys, et en particulier le Hamas et le Hezbollah. La chute du régime de son allié syrien Bachar el-Assad. Et last but not least, également la destruction par Israël de la défense aérienne iranienne. Donc le but tout à fait déclaré de Trump, il est clair. C'est à la fois arrêter le programme nucléaire iranien, encadrer son programme balistique et mettre un terme aux actions déstabilisatrices des milices chiites au Moyen-Orient. Alors, ces objectifs, on les connaît. Du côté iranien, il est clair que Téhéran n'entend pas négocier sous la pression américaine. Et en tout cas, il ne le cache pas. Et on ne peut donc pas exclure que s'il n'y a pas d'accord, Trump donnera un jour, peut-être, son feu vert à Netanyahou pour bombarder les installations nucléaires iraniennes. Ce qui, bien sûr, ouvrirait la boîte de Pandore au Moyen-Orient. Mais enfin, ça, c'est une autre affaire. Il a d'ailleurs, comme on le voit, renforcé l'ensemble des dispositifs militaires américains dans la zone. Alors, entre-temps, il faut quand même le dire, il y a des discussions qui ont été engagées en Oman entre les Américains et les Iraniens. Alors, elles sont bien entendu difficiles. Au-delà des déclarations, on sait que sur le fond, elles sont compliquées, étant donné l'écart des positions des uns et des autres sur toute une série de questions, celles que j'ai déjà évoquées, et à commencer d'abord par la question de l'enrichissement de l'uranium par l'Iran que Washington souhaite interdire. Voilà pour ce qui est de la position américaine, mais j'aurai l'occasion d'y revenir au cours de cette intervention. Alors ensuite, les acteurs de la région. J'essaie d'être synthétique pour pouvoir répondre ensuite à vos questions. Les acteurs de la région, commençons par l'Iran. Alors le régime iranien, on le sait, est un régime mafieux qui est aux mains des gardiens de la révolution. Alors il tient essentiellement, son objectif principal, c'est de conserver le pouvoir et bien entendu l'argent qui va avec. L'axe de la résistance, c'est-à-dire l'Iran et ses proxys, n'ont pas résisté aux attaques israéliennes après le pogrom du 7 octobre. Et aujourd'hui, on voit bien ce qu'est l'attitude de Téhéran. Ils essaient d'essayer au maximum de limiter les concessions à Trump dans la négociation qui est envisagée. Et puis surtout, leur objectif, c'est naturellement de parvenir à la levée des sanctions, c'est-à-dire au dégel de leurs avoirs financiers à l'extérieur et la possibilité de reprendre leurs exploitations de pétrole vers le monde occidental. Bon, cela étant, je l'ai dit, étant donné l'écart entre les positions des uns et des autres, il y a un véritable point d'interrogation sur la possibilité d'un accord régional, enfin d'un arrangement régional entre les États-Unis et l'Iran. Alors, normalement, ceci devrait se faire avec les différents partenaires, c'est-à-dire, outre les États-Unis et l'Iran, normalement, les pays européens, les pays du Golfe, et puis après tout la Russie, la Chine, pourraient contribuer à aider à trouver un arrangement régional. La vérité, c'est qu'en tout cas pour le moment, cet arrangement régional, s'il se fait, se fera surtout en fonction de l'attitude qu'adoptera le président Trump. Et ça, naturellement, à ce stade, personne ne peut le prévoir. Deuxième acteur de la région, Israël. Netanyahou, après avoir fortement affaibli à la fois le Hamas et le Hezbollah, aimerait ce qu'il appelle finir le travail, c'est-à-dire concrètement détruire les capacités nucléaires de l'Iran, qui sont véritablement la principale menace à la sécurité d'Israël. Mais pour mener une telle opération en Iran, les Israéliens ont en fait besoin de l'assistance militaire des États-Unis. Or, le président Trump, je l'ai déjà dit, veut éviter un nouvel engagement militaire américain au Moyen-Orient, et pour cette raison, il donne, en tout cas au stade actuel, la priorité à la négociation avec Téhéran. Alors, est-ce que cette négociation a des chances d'aboutir? Là, c'était effectivement toute la question. Alors, en attendant, M. Netanyahou poursuit une politique de frappe à Gaza, au Liban et en Syrie, en donnant un peu le sentiment qu'il a la carte blanche de la part de Trump pour se comporter en nouveau maître du Levant.
C'est la raison pour laquelle, dans la région, on entend de plus en plus les gens évoquer ce qu'ils appellent l'impérialisme israélien, qui a succédé à l'influence dominante de l'Iran et de ses proxys dans la région jusqu'à présent. Troisième acteur, les pays du Golfe. Les pays du Golfe voient naturellement avec satisfaction l'affaiblissement de l'influence iranienne dans la région, mais ils veulent en même temps éviter un conflit qui ferait fuir les investisseurs internationaux. En effet, leur priorité, on le sait, serait donc de réussir leur grand projet socio-économique, ce qu'on appelle leur vision 2030, qui par définition nécessite une certaine stabilité pour pouvoir attirer les investisseurs. C'est donc la raison pour laquelle le prince héritier saoudien, MBS, qui est le dirigeant de facto du royaume, a rétabli des relations diplomatiques avec l'Iran et il poursuit un dialogue avec Téhéran pour éviter en tout cas les malentendus qui seraient susceptibles de mener à une confrontation dans la région. Et on l'a vu, le royaume est par exemple resté muet sur les frappes américaines contre les Houthis que l'Arabie saoudite a pourtant combattues, mais avec lesquels il a déjà engagé des négociations. Et aujourd'hui, on vient de voir que les Américains et les Houthis ont par ailleurs décidé de signer un accord de cessez-le-feu en mer Rouge. Donc ceci ne peut que conforter la position des Saoudiens. L'Arabie saoudite, en réalité, entend jouer un rôle incontournable dans tout règlement au Moyen-Orient, et elle se veut le rassembleur de la famille arabe. J'utilise les termes qu'ils emploient eux-mêmes. Elle a d'ailleurs entrepris une politique de médiation qui jusqu'à présent était le fait d'autres pays, notamment le Qatar, mais on l'a vu par exemple récemment dans le conflit ukrainien. Et le plus important, c'est qu'elle s'émancipe progressivement de la tutelle de Washington. En effet, le royaume s'est rapproché de la Chine, qui est son principal partenaire commercial. Il a une excellente coopération pétrolière avec la Russie dans le cadre de l'OPEP+, et il envisage de rejoindre les BRICS. Ce qui est intéressant à voir, c'est qu'avec les États-Unis, Riyad a dorénavant une relation transactionnelle. C'est-à-dire qu'effectivement, tout est donnant-donnant. Dorénavant, même s'il cherche en même temps à préserver la protection sécuritaire américaine, qui reste importante pour le royaume. Il faut donc s'attendre prochainement, et quand je dis prochainement, ça peut être dès demain, parce que vous savez que le président Trump sera à Riyad en principe demain. Donc on peut s'attendre à une négociation serrée entre Trump et le fameux MBS sur la perspective de création d'un État palestinien en échange d'une normalisation avec Israël. Là aussi, bon, si vous voulez, on rentrera dans les détails d'une telle négociation, mais pour le moment, il est trop tôt pour savoir si ces deux alliés parviendront à un deal, puisque c'est le maître mot maintenant aujourd'hui, à un deal entre eux. La visite de Trump à Riyad demain permettra d'avoir peut-être des premiers éléments de réponse, mais en tout cas, ce qu'on sait déjà, c'est qu'il y aura une série de signatures de contrats civils et militaires, dont certains intéressent directement la famille Trump. 3 points de suspension. Autre acteur de la région, la Turquie. Le président Erdogan ne dissimule pas ses ambitions néo-ottomanes dans la région, mais la situation économique très difficile de la Turquie aujourd'hui limite sa marge de manœuvre. C'est ce qui l'amène à essayer de se rapprocher des pays du Golfe, qui demeurent cependant réservés, à l'exception du Qatar, qui est un pays, on le sait, allié d'Ankara. Erdogan est néanmoins intervenu dans plusieurs conflits, bon, on le sait, entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, mais surtout son armée est présente en Syrie et en Irak, et ceci pour une raison qui est évidente, c'est essayer d'écarter toute perspective d'autonomie kurde dans ces pays, ce qui créerait naturellement un précédent redouté en Turquie. Le président turc veut aussi, ce qui est compréhensible, le retour des réfugiés syriens chez eux, n'oublions pas qu'ils sont de l'ordre de 3 millions, d'où son soutien aux nouvelles autorités à Damas, dont il se veut le parrain. Il se perçoit également en leader du monde sunnite en se présentant comme le principal soutien de la cause palestinienne, d'où ces tensions actuelles avec Israël, à la fois sur les dossiers palestiniens et syriens. Enfin, avec ses voisins iraniens et russes, Erdogan manie l'ambiguïté entre coopération et compétition
Et ceci reflète en réalité les rapports historiques compliqués qui ont toujours existé entre ces trois anciens empires. Mais dans tous les cas de figure, la Turquie aura un rôle à jouer dans la reconfiguration du Moyen-Orient. Autre pays, l'Irak. C'est un pays qui bénéficie de ressources importantes, mais qui souffre d'une situation intérieure très fragile, politique très fragile. Le pays est encore largement dans la mouvance iranienne, mais il voudrait profiter de l'affaiblissement de Téhéran pour justement renforcer son autonomie et se rapprocher des pays arabes et ceux du Golfe en particulier. Simplement, sa composition ethnique, qui est très complexe, comme on le sait, ne devrait pas lui permettre de retrouver son caractère d'État fort qu'il a connu à une autre époque dans la région. Pour lui, heureusement, ces ressources qui sont importantes attirent quand même l'intérêt des entreprises, en particulier françaises. Autre pays, la Syrie. Alors, ce pays est aujourd'hui dans une situation désastreuse, il n'y a pas d'autre mot. Près de la moitié de la population a été déplacée. Son PIB n'est plus que 10% de celui qu'il était en 2010. Ses ressources en hydrocarbures sont extrêmement limitées. Il doit préserver une cohabitation avec des minorités kurdes, alaouites et druzes. Et on le sait, ce nouveau régime a bien entendu un passé terroriste qui suscite la méfiance occidentale, même s'il a donné des garanties verbales de comportement qui doivent cependant se concrétiser. Je crois qu'on aura l'occasion d'en parler. En tout cas, pour le moment, il bénéficie de l'appui de l'Arabie saoudite et des pays du Golfe qui essaient de faire lever les sanctions sur la Syrie. Et l'Europe elle-même vient de décider l'octroi d'une assistance financière significative. Le problème, c'est qu'un certain nombre d'ingérences extérieures, d'abord israéliennes, mais aussi turques et iraniennes, compliquent la tâche des autorités de Damas, qui, il ne faut pas l'oublier, disposent de très faibles moyens pour contrôler le pays. En réalité, ils contrôlent essentiellement la capitale et quelques zones, mais pas tellement plus. Il faudra donc du temps pour reconstruire cet État qui aujourd'hui est en faillite. Le Liban, ensuite. Le pays du Cèdre bénéficie aujourd'hui d'une fenêtre d'opportunité avec à la fois l'affaiblissement du Hezbollah et la chute du régime de Bachar el-Assad en Syrie. L'élection d'un nouveau président et la nomination d'un nouveau Premier ministre, qui sont tous deux des personnalités tout à fait compétentes, permettent enfin, pour employer l'expression du patriarche Lahri, de percevoir enfin la lumière au bout du tunnel. C'est une jolie expression. Mais même avec l'aide internationale, il faudra du temps et un tact politique certain pour reconstruire l'État libanais sur de nouvelles bases, parce que les anciennes sont un peu vermoulues, et entreprendre les réformes indispensables pour faire redémarrer l'économie du pays. Le problème du désarmement du Hezbollah sera cependant un point dur, car les Américains et les pays du Golfe posent comme condition préalable à toute fourniture d'aide financière, et qui est pourtant indispensable pour la renaissance du pays, à ce que cette question soit traitée en priorité. Le Liban pourra néanmoins compter sur la résilience de sa population, comme elle l'a montré au cours de ces dernières années, de façon absolument remarquable. Elle peut compter aussi sur la qualité de ses élites, qui est exceptionnelle dans la région, et elle peut compter sur l'aide importante de sa diaspora. Il ne faut pas oublier que l'aide de la diaspora fait près de la moitié du PIB, ce qui montre quand même une assistance importante. Et puis, il y a aussi l'aide, bien sûr, des pays du Golfe et de la communauté internationale, mais celle-ci sera conditionnée à la réalisation des réformes. Alors, l'Égypte. Alors, ce pays reste naturellement un poids lourd dans la région, et il est incontournable pour tenter de trouver une solution équitable à la question palestinienne. Alors, il refuse naturellement l'implantation des Gazaouis chez lui pour des raisons évidentes que je n'ai pas besoin. Enfin, si vous me posez la question, je vous répondrai, mais enfin, elle me paraît évidente. Et l'Égypte a initié un plan pour Gaza qui est alternatif à la proposition de Trump. Et le Caire peut compter sur la coopération des pays du Golfe qui le soutiennent, parce que too big to fail, comme on dit. Et puis, il en a vraiment besoin pour atténuer les difficultés économiques qui sont tout à fait réelles aujourd'hui. La Jordanie reste un État fragile, mais c'est aussi un pays loyal envers les pays occidentaux. Alors, pour lui aussi, il est exclu qu'elle accueille des Gazaouis. Elle a déjà 60% de sa population qui est palestinienne, et elle peut compter sur l'assistance traditionnelle des pays du Golfe.
Alors maintenant, les puissances extérieures à la région. J'ai déjà évoqué les États-Unis. Commençons donc par la Russie. Moscou, on le sait, s'est réengagé au Moyen-Orient lors de la guerre en Syrie aux côtés du président Bachar el-Assad. Alors l'éviction récente de ce dernier est naturellement un échec pour la Russie, ce qui n'empêche pas Moscou de négocier avec le nouveau pouvoir à Damas le maintien de ses bases en Syrie. Elles sont en effet importantes pour Moscou comme relais un relais en Méditerranée orientale vers l'Afrique, où on le sait, Moscou cherche à développer son influence. Poutine a par ailleurs une relation étroite avec l'Iran, qui, n'oublions pas, lui livre des armements, et souhaite profiter de son rapprochement avec le président Trump pour jouer un rôle de médiateur entre Washington et Téhéran. En tout cas, c'est ce qu'il a proposé. Reste à savoir si le président américain lui donnera ce rôle, ce qui n'est pas évident. Alors la Chine, Pékin est le premier partenaire commercial de la plupart des pays de la région. Et c'est aussi le premier client du pétrole du Golfe avec qui il multiplie les coopérations économiques. La Chine entend désormais accroître son rôle politique, comme on l'a vu, puisqu'elle a été finalement à l'origine, ou en tout cas le parrain, du rétablissement d'un dialogue entre l'Arabie saoudite et l'Iran. Elle souhaite également participer au règlement du conflit israélo-palestinien, et on l'a vu, elle a invité différents protagonistes déjà à Pékin avec cette idée en tête. Quant à l'Europe, les pays européens ont joué un rôle important, on le sait, dans la négociation de l'accord nucléaire avec l'Iran de 2015. En revanche, sur la question israélo-palestinienne, leurs divisions sont tellement évidentes que ceci empêche les Européens de prendre une véritable initiative collective, alors que l'UE est le premier fournisseur de l'aide à l'autorité palestinienne. La question est donc, face au bulldozer Trump, est-ce que les Européens parviendront à s'imposer comme interlocuteurs dans les négociations à la fois sur Gaza et sur l'Iran? Il faut l'espérer, car les Européens ont des intérêts importants dans la région, mais ce n'est pas acquis, et on l'a vu, ce n'était pas la première idée du président Trump. Alors la France, notre pays est sans conteste le pays européen le plus actif politiquement au Moyen-Orient. Il l'a démontré récemment en contribuant aux côtés des États-Unis au cessez-le-feu au Liban, d'une part, et à l'élection du général Joseph Aoun à la présidence de la République. On le sait, Paris a également de bonnes relations avec l'Égypte, avec les pays du Golfe, avec la Jordanie, avec l'Irak, et on sait que la France jouera un rôle actif dans la reconstruction du Liban et de la Syrie, pour des raisons historiques que tout le monde connaît. En revanche, notre pays a des relations actuellement tendues, à la fois avec Netanyahou et avec le régime iranien. Alors, elle espère que son initiative, qui est en réalité une initiative conjointe avec l'Arabie saoudite, d'une conférence internationale à New York en juin prochain sur ce qu'on appelle la solution à deux États, c'est-à-dire la création d'un État palestinien, elle espère que ceci lui permettra de contribuer à une sortie de la crise à Gaza et à une solution équitable à la question palestinienne. Alors, en conclusion, j'ai essayé d'être le plus bref possible. Je dirais que la priorité aujourd'hui au Moyen-Orient est en effet de trouver une solution à la crise de Gaza. Qui va gérer l'enclave? Comment promouvoir une autorité palestinienne crédible? Quelle perspective de création d'un État palestinien? On sait que les États arabes ont proposé un plan que la France soutient, un plan pour Gaza qui est une alternative à la formule farfelue de la Riviera du Moyen-Orient préconisée par Trump. Alors, ce plan, en principe arabe, mais qui maintenant est devenu arabo-islamique et soutenu par la France, devrait être une base de négociation, mais on le sait, elle suscite des réticences, à la fois israéliennes à l'évidence, mais aussi américaines. Alors, la proposition franco-saoudienne de conférence à New York sur la solution à deux États devrait cependant, normalement, permettre d'avancer, on l'espère un peu, sur cette question difficile qui, ne l'oublions pas, hypothèque la stabilité et le développement au Moyen-Orient depuis des dizaines d'années. Alors, il reste à savoir si le président Trump sera en mesure de tordre le bras à la fois aux autorités iraniennes,
à la fois pour progresser sur une solution durable sur la question palestinienne et pour progresser sur un arrangement régional avec Téhéran. Alors on sait qu'il a certaines cartes en main. La première carte, c'est la dépendance d'Israël à l'égard des États-Unis. On le sait, je veux dire, à la fois militairement, financièrement, et il est donc plus difficile à Netanyahou de refuser au président Trump certaines choses. Et d'autre part, l'autre carte qu'il a vis-à-vis de l'Iran, c'est l'affaiblissement de ce pays qui a vraiment besoin de trouver une solution. Alors la question qui se pose, c'est que les médiations qu'a faites jusqu'à présent le président Trump, à la fois à Gaza et en Ukraine, on ne peut pas les qualifier à ce jour de succès, ce qui ne veut pas dire qu'elles pourront déboucher un peu plus tard, mais enfin pour le moment, ce n'est pas le cas. La preuve n'est pas faite. Donc c'est ce qui m'amène à terminer sur un point d'interrogation, c'est-à-dire je ne sais pas si je m'aventurerai à prédire la politique que va adopter le président Trump au Moyen-Orient, au risque d'être contredit dès demain lorsqu'il sera dans le Golfe. Voilà pour ce qui est de cette présentation initiale, et naturellement, je serai ravi de répondre à vos questions. Je mets mes lunettes pour mieux vous voir. Merci beaucoup Bertrand, on va organiser. Alors j'avais une première question au cas où, mais je vois qu'il y en a déjà une, donc monsieur... On met toujours une priorité à celui qui préside la réunion. Voilà. Oui, Bon, alors, ok, donc je vais avoir les traditions. c'est à propos du rôle de la Chine, parce que ça a été quand même une surprise qu'il ait fallu passer par Pékin pour que l'Iran et l'Arabie se réconcilient. Réconcilier, c'est peut-être un terme un peu optimiste, mais donc est-ce que tu penses que la Chine a une vision moyenne et Proche-Orient qui pourrait être utile dans ce panorama que tu viens de décrire, panorama qui était d'ailleurs plutôt relativement optimiste, en tout cas qui n'écartait pas la piste finalement d'un arrangement global. Ah oui. Vous m'entendez ou pas? Non, si vous voulez, la Chine, c'est assez simple. C'est le premier partenaire de l'Arabie saoudite, à la fois sur le plan commercial, de plus en plus sur le plan technologique. Et donc, effectivement, il y a une relation forte pour une raison très simple, c'est que les pays occidentaux sont en train de se décarboner ou décarboniser, je ne sais pas quelle est l'expression, alors que, effectivement, les pays d'Asie, eux, ont une attitude différente et la demande essentielle de pétrole et de gaz vient maintenant de cette région. Donc il y a une relation étroite entre l'Arabie saoudite et la Chine. Et d'autre part, dans cet effort, si vous voulez, d'émancipation par rapport à Washington, naturellement, le fameux MBS l'utilise comme une carte, c'est-à-dire dans la négociation avec M. Trump, eh bien, il lui dit, écoutez, si vous ne me donnez pas ce que je souhaite, vous savez, les Chinois sont très preneurs. Donc vous avez cette relation qui s'est vraiment développée avec la Chine. Quant aux relations entre l'Iran et la Chine, on sait bien qu'avec l'embargo européen sur le pétrole iranien, ils ont essayé naturellement de contourner par tous les moyens, mais néanmoins, la Chine reste un acheteur très important du pétrole iranien. Donc il y a également une relation étroite, parce que ce qui intéresse Pékin avant tout, c'est d'assurer sa sécurité énergétique. Donc que le pétrole vienne d'Arabie Saoudite ou qu'il vienne d'Iran, à la limite, ils s'en fichent. Mais ce qui leur importe, c'est d'assurer la sécurité. Donc ils ont de bonnes relations avec les deux pays. Et donc quand MBS a souhaité effectivement reprendre le dialogue, je ne parle pas de réconciliation, mais reprendre le dialogue pour éviter les malentendus, eh bien effectivement, c'était à la fois la Chine se présentait comme un partenaire évident, et deuxièmement, c'était une façon aussi de faire un cadeau à Pékin en leur donnant un petit rôle dans cette affaire-là, ce qui ne peut que renforcer les bonnes relations entre les pays. Donc si vous voulez, la réponse pour moi est assez simple. Pourquoi est-ce que la Chine, et l'intérêt de la Chine, c'est de se présenter effectivement comme une grande puissance ayant une capacité de médiation et pouvant, on le voit, elle essaie justement aujourd'hui de jouer un rôle sur la question palestinienne. Il n'est pas impossible qu'elle soit amenée à jouer un rôle également sur la question russo-ukrainienne. Donc on voit bien que la Chine veut se présenter comme justement un grand de ce monde qui est en mesure de traiter avec tout le monde et de faire des médiations.
Donc, si vous voulez, c'est vraiment ça la réponse. Merci beaucoup, monsieur. Oui, il y avait quelqu'un derrière. Oui, alors ma question est peut-être sans doute un peu ancillaire, accessoire, mais dans cette zone, un pays faisait autrefois beaucoup parler de lui sur un plan diplomatique. Et actuellement, il semble ne plus être actif du tout, peut-être pas du tout, mais on n'en parle pas beaucoup, c'est le Qatar. Quelle est la position actuelle du Qatar et qu'est-ce que fait le Qatar? On n'est pas habitué à ce genre de stratégie comme ça. Alors, le Qatar, il ne faut pas oublier, est un petit pays qui le sait, qui essaye donc de jouer un rôle de médiateur en parlant à tout le monde, en abritant sur son sol un peu tout le monde également, en donnant la parole à tout le monde sur la chaîne Al Jazeera. Et donc, on ne peut pas dire qu'ils ne jouent pas un rôle. Dans l'affaire des otages, il ne faut pas l'oublier, c'est le Qatar qui joue même le rôle principal aujourd'hui. Donc, si vous voulez, ils sont en communication permanente avec les États-Unis, naturellement, avec Israël, même s'ils ne reconnaissent pas l'État d'Israël. Et donc, simplement, le Qatar estime qu'il est déjà très occupé par la question palestinienne et que donc il n'a pas intérêt à jouer sur d'autres. Mais lorsqu'il y aura cette négociation entre les États-Unis et l'Iran, je pense qu'effectivement, le Qatar, qui a conservé des relations très correctes avec l'Iran, sera amené lui aussi. Il y aura l'Arabie Saoudite, il y aura, le principal acteur sera les États-Unis eux-mêmes, hein, évidemment. Mais s'il faut des intervenants susceptibles d'aider une négociation, l'Arabie Saoudite comme le Qatar seront sans doute les mieux placés pour le faire. Et les autres pays, comme les Émirats arabes et tous ces autres petits pays, comme le Bahreïn, tous ces petits pays? Oui. Alors, ça dépend desquels. Bahreïn est un trop petit pays pour avoir un véritable rôle sur le plan politique. Il est devenu un peu un protectorat saoudien, si vous voulez. Donc, je ne pense pas. En revanche, les Émirats arabes unis ont naturellement un rôle important. Ils ont une véritable stratégie régionale. On voit leur activisme, par exemple, en Afrique, mais pas seulement, que ce soit au Yémen et ailleurs. Et donc, ils sont présents et ils ont une relation forte avec le président Trump. Donc, ce n'est pas un hasard si, après l'Arabie Saoudite, le premier pays que le président Trump ira visiter, ce sont les Émirats arabes unis, étant donné qu'il y a aussi des capacités américaines qui sont déployées aux Émirats arabes unis. Donc, il y a une véritable volonté, d'autant plus que les Émirats ont même des contacts relativement privilégiés avec Moscou, on le voit, de même qu'ils avaient eu des contacts privilégiés avec Bachar el-Assad à un autre moment. Donc eux-mêmes ont essayé de jouer un rôle d'intermédiaire dans la région. Donc je pense qu'ils seront amenés également à jouer un rôle. Quant à Oman, il ne faut pas l'oublier, les discussions qui ont lieu actuellement entre Américains et Iraniens ont lieu en Oman. Et sous la supervision du ministre omanais des Affaires étrangères. Donc les Omanais ont toujours eu une relation étroite avec les États-Unis. Il ne faut pas oublier qu'il y a une base américaine sur l'île de Massira. Et en même temps, ils ont toujours conservé une relation forte avec l'Iran, n'oubliant pas que le Shah d'Iran les avait aidés lorsqu'il y avait eu la crise du Dhofar dans les années 60. Bon. Donc si vous voulez, oui, les Omanais sont des gens extrêmement discrets, mais ils ont un rôle et le jouent. Non, ceux qui ne jouent pas vraiment de rôle, c'est Koweït et Bahreïn. Bahreïn pour les raisons qu'on a évoquées, et Koweït parce que après l'invasion de l'Irak, c'est devenu un pays qui s'occupe plus de son développement économique, mais qui maintenant ne veut plus jouer ce qu'il avait joué autrefois, un rôle parmi les non-alignés. Il estime qu'il a payé pour ça. Voilà. La solution palestinienne, un État palestinien, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Le même territoire avec la même population, qu'est-ce qui va changer? Le mouvement politique, l'organisation politique? Enfin, on peut mettre un État palestinien différent de ce qui était. Mais pour le moment, il n'y a pas proprement parlé d'État palestinien. Oui. Vous avez l'autorité palestinienne en Cisjordanie et vous aviez jusqu'à présent le Hamas à Gaza. Donc il est question aujourd'hui, si vous voulez, de réunifier un État palestinien, alors qu'il n'existait plus en tant que tel, et de lui donner les attributs d'un véritable État, ne fût-ce que pour distribuer des passeports aux réfugiés qui existent un peu partout dans le monde.
L'idée, elle est très simple, c'est qu'aujourd'hui, si on continue sur la formule actuelle, eh bien, si vous n'avez pas deux États et que vous avez un seul État juif dont la moitié de la population n'est pas juive, on sait très bien que ce n'est pas tenable et que nous aurons tous les 5 ans un nouveau 7 octobre. Et c'est la raison pour laquelle les pays du Golfe ont été très clairs en disant, écoutez, vous nous demandez en permanence de venir reconstruire, que ce soit Gaza, le Liban ou la Cisjordanie, vous êtes gentils, mais nous allons arrêter de jeter notre argent par les fenêtres. Donc, soit on crée un véritable État palestinien que nous aiderons, que nous participerons à la reconstruction, mais si ce n'est pas le cas, nous n'avons aucune raison de venir payer pour rien. Bon, donc c'est clair. Mais il va être en deux parties, ça. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, mais si vous voulez, il n'y a pas une distance considérable entre les choses. Et puis de toute façon, la formule, ce qu'on appelle l'initiative arabe de paix, c'est-à-dire les frontières de 67 avec Jérusalem-Est, tout le monde sait que la réalité sur le terrain a beaucoup évolué et qu'il faudra en tenir compte d'une façon ou d'une autre. C'est-à-dire qu'on sait qu'on n'arrivera pas à évacuer tous les colons qui sont aujourd'hui en Cisjordanie. Donc il faudra procéder à des échanges de territoires ou à des formules. Après tout, les Israéliens ont inventé des corridors et des trucs absolument incroyables en Cisjordanie. On pourra très bien faire un corridor entre Gaza et la Cisjordanie. C'est pas un vrai sujet, si vous voulez. Mais le tout, c'est qu'il y ait une volonté politique de régler une bonne fois pour toutes la question palestinienne. Parce que si on ne le fait pas, ça veut dire qu'on est parti pour 50 ans de nouveau de terrorisme, d'instabilité. Vous ne pouvez pas demander à une population qui par ailleurs est très jeune et qui n'a aucune perspective de rester les bras croisés, de ne rien faire. Automatiquement, vous avez le risque qu'on a vu. Il ne faut pas oublier que M. Netanyahou a refusé jusqu'à présent de véritablement négocier avec l'autorité palestinienne parce qu'il ne voulait pas reconnaître une identité palestinienne, et qu'il a préféré négocier un accord de sécurité avec le Hamas parce que le Hamas ne le reconnaissait pas. Donc ça a évité justement tout problème de reconnaissance. Bon. Le résultat des courses, on a vu ce que ça a donné. À force d'envoyer l'armée uniquement en Cisjordanie et de laisser le plan sud choses, ils ont en face d'eux des terroristes, il n'y a pas de doute, le Hamas. Et donc, malheureusement, ce sont des victimes totalement innocentes qui ont payé le prix. Donc, que ce soit un traumatisme pour la population israélienne, c'est tout à fait naturel et parfaitement compréhensible. Bon, maintenant, la réponse qui a été apportée par M. Netanyahou est une réponse totalement disproportionnée, on le voit bien. Et donc, si vous voulez, quand vous avez aujourd'hui la poursuite d'une politique à la fois de rationnement, y compris sur le plan humanitaire, et la destruction totale ou quasiment totale de Gaza, il est évident que sur le plan humanitaire, c'est totalement inacceptable. Et en termes politiques, ceci aboutit à une forme d'isolement d'Israël. Bon, alors on sait que M. Netanyahou veut poursuivre la guerre le plus longtemps possible, parce que le jour où elle s'arrêtera, il risque d'être inculpé par les tribunaux israéliens. Bon, donc si vous voulez, ce ne sont pas forcément de très belles raisons, mais voilà, c'est ça. Le seul qui puisse réellement avoir un impact, c'est le président Trump, parce que autant Netanyahou a pu se permettre de ne pas écouter ce que lui disait Biden, alors que Biden a quand même apporté un soutien énorme à Israël. Quand on regarde l'armada déployée au large du Liban et d'Israël, c'est ça qui en réalité a empêché un embrasement régional, il ne faut pas l'oublier. Mais simplement, c'était un lame duck aux yeux de Netanyahou, tandis qu'avec quelqu'un comme Trump, il est beaucoup plus difficile de l'envoyer balader. Donc aujourd'hui, le seul qui ait véritablement des moyens de pression sur Israël, c'est Trump. Et c'est pour ça qu'il est important que les différents protagonistes, que ce soit, je veux dire, les pays du Golfe, l'Europe ou d'autres, jouent avec Trump, quoi qu'on pense du personnage, mais joue avec lui parce que c'est le seul qui ait justement des cartes à jouer. Alors le tout, c'est qu'il les joue pas trop mal. Monsieur, l'horizon du nucléaire en Iran se rapproche à quelle vitesse? Alors là, vous avez des batailles d'experts, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut dire que l'Iran est d'ores et déjà un état du seuil. Bon, ça, je veux dire, il faut le reconnaître. Et quelles que soient les destructions qui seraient apportées par des bombardements, malheureusement, vous ne pouvez pas supprimer le savoir. Donc, si vous voulez, ça ne peut que retarder, en réalité. Bon. La question qui se pose, c'est que jusqu'à présent, même si c'est un programme dont la vocation est quand même clairement militaire,
Mais les autorités, et le guide suprême lui-même le répète, n'a pas pris la décision de passer au nucléaire militaire, en tout cas jusqu'à présent. Et il l'utilise, si je puis dire, comme moyen de pression. Bon. Donc la question, c'est est-ce qu'on peut utiliser la situation présente, c'est-à-dire des négociations entre les États-Unis et l'Iran, pour en tout cas limiter le programme nucléaire iranien, et au passage, d'ailleurs aussi, limiter son programme balistique, parce que quand on regarde l'efficacité à la fois des missiles et des drones iraniens, c'est une véritable menace, non seulement pour la région, mais au-delà. Bon. Et puis, effectivement, mettre un terme aux activités déstabilisatrices des milices chiites dans la région. Alors, elles sont certes aujourd'hui affaiblies, le Hamas et le Hezbollah, il reste les Houthis, bon, qui viennent apparemment de signer un accord, mais les Houthis sont des gens assez extrémistes dont je ne suis pas sûr qu'ils abandonnent tout à fait leurs ambitions. Enfin, on verra bien. Mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, c'est plus facile pour Téhéran de dire oui, on va calmer les milices parce que de toute façon, elles sont déjà affaiblies. Ils peuvent discuter également du taux d'enrichissement de l'uranium, c'est-à-dire revenir finalement plus ou moins, sans le dire, à la formule de 2015. Alors, est-ce que c'est une formule qui durera longtemps? Ça, je ne le sais pas, ça dépendra éventuellement. Si on parvient à trouver un arrangement régional qui calme les uns les autres, qui permettent à l'Iran de retrouver un certain développement et qui amènera, il faut l'espérer, la disparition de ce régime, bon, tant mieux. Mais bon, là, ce sont des spéculations. Oui. L'autre jour, Trump annonce que peut-être il veut changer le nom de Golfe Persique au Golfe arabe. Comment est-ce que vous pensez que ça va impacter les négociations entre les États-Unis et l'Iran? Ou est-ce que c'est peut-être les premiers pieds vers le soutien arabe? Parce que aussi il dit qu'il veut partir d'Israël un peu. Donc comment est-ce que vous pensez que ça va impacter les relations au Moyen-Orient? Écoutez, il a déjà transformé le golfe du Mexique en golfe d'Amérique. Il a donc plein d'idées de ce style. Je ne suis pas sûr que sur le fond, bon, ça fait plaisir aux pays arabes, oui bien sûr, et ça agace les Iraniens, oui bien sûr. Donc est-ce que c'est un élément de pression supplémentaire sur les Iraniens? Sans doute. Est-ce que ça a un impact important? Vous savez, c'est de la sémantique. Hein. Les uns et les autres, les Iraniens continueront à l'appeler le Golfe Persique et les Arabes le Golfe Arabique. Hein, je veux dire, donc et nous l'appellerons le Golfe. Bon. Donc, si vous voulez, je ne crois pas que ce soit un élément majeur, mais ça fait partie des gadgets du promoteur immobilier. Monsieur l'ambassadeur, une question un petit peu particulière, différente. On prend beaucoup des États, mais quand il dit d'une organisation qui fait beaucoup fantasmer la région, le Mossad. Oui, qu'est-ce que vous voulez savoir sur le Mossad? Est-ce que vous voulez de l'information sur... Que le Mossad soit une structure particulièrement efficace, je crois que personne n'en doute, et on l'a vu dans les, si vous voulez, dans les destructions ou les assassinats ciblés, qui montrent qu'effectivement, ils ont un réseau un peu partout dans la région, et pas que dans la région, et dans le monde, qui est extrêmement efficace. Je crois que les seuls qui sont en compétition, c'est le Saint-Siège, en termes de qualité de renseignement. Mais effectivement, je veux dire, ils sont extrêmement efficaces. Bon, maintenant, ce qui s'est passé, encore une fois, le 7 octobre, est beaucoup plus lié, parce que même, si vous voulez, les services israéliens qui sont en contact avec les services égyptiens avaient reçu l'information que quelque chose se préparait. Bon, mais c'est l'autorité politique qui n'a pas voulu en tenir compte. Bon, donc le responsable, c'est M. Netanyahou, c'est pas le Mossad. Mais vous savez, les autorités politiques n'écoutent pas toujours ce que les experts leur disent, malheureusement. Merci. Madame? Et juste pour savoir le rôle d'Erdogan, parce que la Turquie fait partie de l'OTAN. Alors, comment que. Et après, maintenant, est-ce qu'il veut sortir de l'OTAN ou pas? Parce que vu que. Il n'a aucun intérêt à sortir de l'OTAN. Lui, il préfère jouer sur toutes les palettes en même temps. C'est un organiste. Il joue avec la main droite, la main gauche, les pieds et le. Mais pourquoi on accepte ces actifs? Tout simplement, si vous voulez, parce que bon, il n'y aura pas de majorité pour lui demander de quitter, d'abord. Deuxièmement, l'armée turque est une armée qui est importante dans la région.
Et puis, c'est quelqu'un qui sait à peu près jouer. Donc, je veux dire, il sait à la fois jouer avec les Européens, jouer avec les Américains, jouer avec les Russes, jouer avec les Iraniens. Je veux dire, il y a des joueurs qui sont relativement efficaces, et il faut lui reconnaître. Alors, on peut lui reprocher d'autres choses, mais il est plutôt bon joueur sur le plan international. Oui, madame. À vous entendre, la description que vous faites de toutes ces régions, ce sont des relations très complexes, voire inextricables, et en plus avec un contexte économique qui est faible. Qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme perspective d'évolution, ou comment en sortir, et est-ce que vous pensez qu'on en sortira un jour de manière positive? Comment voyez-vous le futur? Écoutez, j'ai simplement terminé en vous disant que malheureusement, celui qui aujourd'hui avait les meilleures cartes, c'était le président Trump. Mais que comme je ne suis pas dans la tête de M. Trump, et heureusement pour moi, donc je ne peux pas vous dire exactement ce qu'il décidera in fine. Mais il est clair que les États-Unis, certes, veulent se désengager partiellement de la région, mais en même temps, ils y ont quand même beaucoup trop d'intérêt. Et donc, ils pèsent aujourd'hui très largement sur à peu près toutes les formules envisageables. Donc, le problème, c'est que nous avons le principal acteur qui n'est pas prévisible. Donc, on est obligé, si vous voulez, de voir ce que sont les options. On voit qu'il y a des opportunités qui se présentent. Regardez, par exemple, pour un pays comme le Liban, dont on estimait qu'il était au fin fond de l'enfer. Bon. Eh bien, aujourd'hui, avec la destruction en grande partie du Hamas, qui n'est plus une puissance dominante au Liban, même si elle garde, même si elle garde encore des capacités et la volonté de les négocier, mais le fait qu'on ait pu maintenant faire élire un président qui est un homme d'autorité, l'ancien chef de l'armée, un excellent Premier ministre qui est un très bon gestionnaire également. Les ministres techniciens libanais du gouvernement sont des gens efficaces et compétents. Donc simplement, il faut engager les réformes structurelles qui vont permettre au pays de renaître. Donc je veux dire, il y a là une fenêtre d'opportunité. De même, si vous voulez, qu'en Syrie, on peut penser qu'effectivement, M. Al-Sharar n'est pas un enfant du bon Dieu. Mais M. Ben Gourion ne l'était pas non plus, avant de devenir un Premier ministre tout à fait respectable. Mais au début, il a un passé de terroriste que tout le monde connaît. Bon. Donc, si vous voulez, peut-être parce que je suis catholique, je crois à la rédemption, mais si vous voulez, ce qui est clair, c'est que M. Al-Sharar n'a pas réellement le choix. C'est-à-dire que s'il veut réellement reconstruire son pays, un pays qui est dans une difficulté effarante, il ne pourra le faire qu'avec l'aide internationale. Mais pour qu'il bénéficie de l'aide internationale, il faut qu'il passe par un certain nombre de décisions. Et il sait très bien que tout le monde sera vigilant sur justement les conditions que l'on met. Bon. Donc si vous voulez, moi je ne crois pas forcément aux bonnes intentions, mais je crois au fait que certains pris dans certaines situations n'ont pas d'autre choix que d'essayer. Donc je pense qu'au Liban, il y a des possibilités réellement de sortir du trou. Qu'en Syrie, ça sera un très long processus, mais qu'il y a des possibilités également. Alors maintenant, est-ce qu'il sera possible d'avoir un arrangement entre l'Iran et les États-Unis? Je pense que c'est possible, parce que les Iraniens sont totalement au fond du trou eux-mêmes, et que les Américains n'ont pas envie de s'engager militairement là-bas. Donc il y a quand même du coup une marge de négociation qui est possible. Je ne dis pas que ça aboutisse forcément, mais je veux dire, il y a une marge de négociation possible. Maintenant, la question palestinienne, eh bien, effectivement, on sait très bien qu'aujourd'hui, en Israël, la grande majorité de la population ne veut pas entendre parler d'un État palestinien, et ce n'est naturellement pas la politique ni de M. Netanyahou, ni de ses amis au gouvernement, qui est de faire une concession. N'oubliez pas une chose, il y a eu, si vous voulez, une négociation entre l'Arabie saoudite et Israël, indirecte, à travers les États-Unis, avec l'administration Biden, où finalement le président Biden et M. Netanyahou insistaient beaucoup pour une normalisation entre l'Arabie et Israël.
Eh bien, le prince Mohammed bin Salman a parfaitement compris que puisque c'était tellement important et pour les Israéliens et pour les Américains, ça aurait un coût. Bon, eh bien le coût, il l'a présenté. Je veux dire, c'est quand vous allez acheter un tapis, si vous montrez que vous le voulez à tout prix, vous le paierez très cher. Bon, ça, MBS est un excellent négociateur. Donc effectivement, il a dit, bon écoutez, si vous voulez une normalisation, voilà ce que ça va coûter. Alors à vous, Américains, ça sera un nouvel accord de paix, enfin un nouvel accord de défense, pardon. Ça veut dire que vous nous fournirez toutes les armes que nous vous demandons, et ça signifie que vous nous aidez sur le plan nucléaire. Bon. Et quatrièmement, que vous faites des pressions suffisantes sur Israël pour qu'il y ait finalement quelque chose de significatif fait pour les Palestiniens. Alors, les négociations bilatérales pseudo-américaines sont allées très loin, et près d'un accord, et on va le voir parce qu'il va y avoir les accords signés dès demain, je pense. En revanche, sur le volet palestinien, à partir du moment où du côté israélien c'était un niet sans la moindre concession, eh bien les Saoudiens ont dit, bon, écoutez, dans ce cas-là, on fera un accord bilatéral avec les Américains sans normalisation. Et donc la négociation qui va se faire entre MBS et Trump, ça va être quand Trump lui dira, si, il faut quand même que vous nous donniez une perspective de reconnaissance de l'État d'Israël, eh bien MBS lui dira très bien, mais vous me donnez parallèlement une perspective pour la création d'État palestinien. Donc c'est donnant-donnant, c'est la relation transactionnelle, comme on dit dans le... Alors, encore une fois, je ne suis pas devin, je ne sais pas ce que sera le résultat des courses, mais je veux dire, il y a des possibilités de négociation sur un peu tous ces sujets, alors qu'ils aboutissent ou n'aboutissent pas. Alors, la folie des hommes, ça existe, donc malheureusement, on ne peut pas exclure que les choses dérapent, mais il y a quand même un certain nombre de raisons de penser que l'on peut avancer sur plusieurs sujets. Mais dans ce cas-là, vous auriez tendance, enfin, si je crois comprendre ce que vous dites, c'est des opportunités. Ça veut dire que je ne suis pas clair. Ce sont des opportunités parcellaires, multiples mais parcellaires, et il n'y a pas un projet global, très bien. Et ça veut dire que ça prendra au moins une dizaine d'années pour se mettre en place. Non, pas forcément, si vous voulez. Je veux dire, vous avez des négociations qui sont engagées entre Américains et Iraniens. Ça peut être un accord partiel, mais qui évite, si vous voulez, en tout cas, la menace d'une bombe atomique iranienne. Vous pouvez avoir un arrangement qui peut se faire sur Gaza et avec des étapes sur la création d'un État palestinien et la reconnaissance d'Israël. Et quant au Liban, eh bien, le Liban peut se développer. Ils ont montré qu'ils avaient une résilience et une capacité, une rage de vivre exceptionnelle, et qu'ils étaient capables de se reconstruire et d'aider même à reconstruire la Syrie. Bon. Donc, si vous voulez, non, moi je ne dis pas du tout que c'est exactement ce qui se passera, mais je vous signale qu'il y a un certain nombre de dossiers où vous avez des opportunités qui sont ouvertes. Nous avons la chance d'avoir un ancien ambassadeur au Liban. Donc Philippe, si tu peux bien, je ne dis pas donner la répartie, mais enfin conforter cet optimisme. La question ne va pas porter précisément sur le Liban, mais sur les pays européens, dont tu as dit qu'ils étaient très divisés, à juste titre, vis-à-vis des grandes affaires de la région. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas justement quelques points d'accroche sur certains éléments de cette région, sur certains pays, notamment la Syrie, pour les Allemands, pour les Britanniques, pour les Français bien sûr, pour les Italiens aussi, parce qu'il y a 4 pays qui peuvent compter. Comment tu les vois agir? Est-ce qu'il y a des possibilités qu'à un moment donné, quand même, il y ait une politique convergente pour essayer de jouer un rôle? Et vous avez des Palestiniens, naturellement. Non, quand j'ai parlé des divisions entre Européens, j'ai parlé des divisions sur la question palestinienne. Parce que sur d'autres sujets, par exemple sur l'Iran, les Européens sont assez d'accord sur les objectifs. De même que sur la Syrie, tout le monde est d'accord pour essayer de donner une chance, si je puis dire, tout en restant vigilant. Donc ça, sur cette politique-là, les Européens sont également d'accord.
aider le Liban, tout le monde est d'accord aussi, parce qu'effectivement, c'est un pays qui reste sympathique, bon, d'abord à nous Français évidemment, mais pas simplement. Bon. Donc, si vous voulez, là, il y a quand même pas mal de dossiers sur lesquels on s'entend. C'est sur la question palestinienne qu'il n'y a pas le même accord, c'est-à-dire que certains pays sont prêts, et l'ont déjà fait d'ailleurs, la moitié des pays européens ont reconnu l'État de Palestine, alors que d'autres sont très réticents, à commencer par l'Allemagne, pour des raisons historiques que l'on connaît. Alors que nous sommes, nous Européens, les premiers pourvoyeurs d'aide, et que paradoxalement, on ne soit pas capable de prendre l'initiative collective. Mais si on ne peut pas la prendre collectivement, on peut la prendre à titre individuel. D'où la bonne idée, justement, d'une initiative franco-séoudienne sur la solution à 2 États. Alors, je ne dis pas qu'elle réussira, mais en tout cas, ça montre que les Européens ne sont pas totalement inexistants. En tout cas, certains pays. Mais précisément sur la Syrie, le Liban, peut-être même l'Irak, éventuellement, est-ce qu'on ne peut pas avoir une politique un peu convergente? Là, les Allemands sont moins impliqués. Historiquement. Enfin, en Irak, si. Oui. Historiquement, oui. Ouais. Non, mais c'est-à-dire que, bon, disons qu'il y a des pays qui ont besoin d'aide. C'est-à-dire, effectivement, c'est vrai de la Syrie, du Liban et de la Jordanie. Bon, là, les aides, ce sont des aides européennes, largement. Bon, un pays comme l'Irak a des ressources propres. Donc, je veux dire, à la limite, il dépend beaucoup moins d'une aide internationale. Mais en revanche, il a besoin certainement d'être accompagné sur le plan politique, sur le plan et même des contrats. Enfin, je veux dire, bon, parce qu'il y a des perspectives qui existent. On l'a vu d'ailleurs avec les pays du Golfe. Vous voyez les différents projets, par exemple, de corridors logistiques qui existent. Vous avez le projet IMEC qui va donc de l'Inde au Moyen-Orient et vers l'Europe. Mais vous avez un autre projet dont j'ai pas retenu le nom, mais qui part effectivement des pays du Golfe, qui monte vers l'Irak et qui est une autre voie alternative. Donc on voit bien, si vous voulez, qu'il y a toute une série de projets aujourd'hui, avec des trains qui effectivement remonteront, des trains de fret, des trains d'habitants. Vous avez des projets également de réseaux électriques partagés. Vous avez une série de projets qui existent sur la table. Alors maintenant, tant que vous avez le risque d'une confrontation, et donc le fait d'investir et de prendre le risque que tout ceci soit détruit par un bombardement quelque temps après, ça amène des gens à être un peu prudents, ce qui n'est pas tout à fait anormal. Mais si on arrive à établir en tout cas une perspective d'arrangement, eh bien je pense qu'on verra toute une série de projets, parce que ça reste une région qui est riche à la fois de ses hydrocarbures, mais aussi de la jeunesse de sa population. Moi je vois le prince héritier MBS me disait, vous savez, nous autres Arabes, nous avons une civilisation brillante, mais nous avons raté la révolution industrielle, nous réussirons la révolution numérique, parce que, nous n'aurons pas le choix, que nous, par contre, nous investissons largement, et que d'autre part, nous avons une population extrêmement jeune, pour lequel c'est tout à fait naturel. Donc nous tâcherons de transcender ce que nous avons raté à une autre époque. Bon, alors je ne sais pas si ça se réalisera comme ça, mais enfin on voit bien ce que sont les perspectives qui existent pour la région. Merci beaucoup. Il est 19h30. J'ai vu 3-4 mains se lever. On se donne une dizaine de minutes encore, maximum. Une question. L'Arabie Saoudite et les États-Unis représentent globalement 33% du pétrole dans la production journalière. Pensez-vous que vous parlez du prix? Parce que le prix quand même a baissé. C'était dans les 75, 80, c'était 60, là vous montez aujourd'hui à 65. Est-ce que c'est un sujet pour vous? Alors, au point de départ, c'était un véritable sujet, parce que naturellement, les Séoudiens, l'OPEP en général, et la Russie souhaitaient évidemment un baril beaucoup plus élevé, aux alentours de $90 le baril, pour pouvoir financer leur projet pour les pays du Golfe, la guerre pour la Russie. Les Américains, enfin en tout cas Donald Trump, a dit forer pour accroître donc la production pétrolière américaine. Donc simplement, effectivement, au point de départ, on avait le sentiment que ça serait un véritable sujet de conflit entre eux, entre ceux qui veulent une hausse et ceux qui veulent une baisse. Bon. La réalité, c'est que les Séoudiens ont réussi à imposer leur volonté au sein de l'OPEP+, qui est de dire, écoutez, la seule façon de s'en sortir, c'est pour nous de garder nos parts de marché. Donc, tant pis, on est prêt à affronter une période de prix bas qui aura à la fois le mérite de préserver nos parts de marché, parce que notre pétrole, nous le produisons beaucoup moins cher que d'autres,
Et d'autre part, ça dissuadera les producteurs de schiste américains lorsque vous avez un prix qui est trop bas. Bon. Donc, si vous voulez, ils prennent le pari, ce qui montre qu'effectivement, ils raisonnent intelligemment. Alors, ça veut dire en même temps que pour un temps, effectivement, ils vont devoir se serrer un peu la ceinture. Alors, ils ont des réserves, entendons-nous. Mais quand même, si vous voulez, et vous le voyez par exemple dans les grands projets séoudiens, certains d'entre eux sont maintenus et d'autres sont mis sur ce qu'on appelle en bon français le back burner. Bon, c'est-à-dire qu'effectivement, par exemple, le projet de Neom, la ville futuriste, bon, eh bien, c'est renvoyé à plus tard pour des raisons évidentes. En revanche, les projets prioritaires pour l'Arabie Saoudite, c'est d'abord le Grand Riyad, c'est-à-dire le fait qu'ils vont accueillir l'Expo universelle en 2030 et puis le Mondial de foot en 2034. Donc aujourd'hui, l'argent pour créer des hôtels, des stades et des machins coule à flot, il n'y a pas de problème. Deuxième priorité, c'est le tourisme, parce qu'ils ont toujours à peu près 20% de la jeunesse séoudienne qui est sans emploi. Bon, ils ont des indemnités de chômage, mais le prince héritier, qui sait qui sera d'ici 2-3 ans, enfin j'en sais rien, le prochain gardien des lieux saints, c'est qu'il sera jugé in fine sur les emplois qu'il donnera aux jeunes. Bon, d'où le tourisme, parce qu'effectivement, ce sont des services. Bon, c'est-à-dire c'est pas des métiers manuels, entre guillemets. Bon. Et la troisième priorité, c'est bien entendu les lieux saints. À partir du moment où, dans la vision 2030, il est question de passer à 30 millions de pèlerins par an, ça veut dire quand même créer un nombre d'infrastructures, puisqu'ils en sont à 8-10 pour le moment, d'infrastructures importantes. Donc, si vous voulez, on voit bien ce que sont les priorités, là où l'argent coulera malgré un prix du pétrole peu élevé, et puis le jour où les prix remonteront, parce qu'ils finiront par remonter un jour, et bien à ce moment-là, ils assumeront les autres. Hein, si vous voulez. L'avantage des pays non démocratiques, c'est qu'eux peuvent réfléchir au temps long, ce que nous ne savons pas faire. Monsieur, à propos de temps long, un ancien camarade de l'Amir Al-Baghdad, en 1983-84, mais il revient à Donald Trump et les midterms. Donc là, il y a une échéance linéaire qui se profile, somme toute. Il peut très bien conserver la majorité, comme il peut vraisemblablement la perdre, si on reprend l'historique des midterms. Et quel impact cet horizon-là peut-il avoir sur les accords qui seraient signés demain, dans les jours à venir? Les Saoudiens sont parfaitement conscients de la fragilité de l'engagement du président Trump. Quelle est votre analyse? Alors, vous savez, les Saoudiens ont compris une chose, c'est qu'avec quelqu'un comme M. Trump, il fallait lui dire qu'il était beau et qu'on lui donnerait de l'argent. Bon. Ce qui ne veut pas dire qu'on le fera forcément. Mais il faut dire ce que les gens veulent entendre. Donc, de même qu'en 2017, quand ils avaient accueilli le président Trump lors de son premier mandat, le président Trump avait parlé de 450 à 500 milliards d'investissements saoudiens chez lui. Quand on fait le décompte aujourd'hui, il y a un peu moins de 100 milliards. Bon. Donc, si vous voulez, rien ne vous empêche de promettre. Et dans l'entourage de MBS, j'ai entendu cette jolie formule, vous savez, entre singes, on sait se faire des grimaces. Bon. Donc, si vous voulez, effectivement, ce que Trump veut entendre aujourd'hui, c'est qu'on va mettre beaucoup d'argent. Il ne raisonne que comme ça, hein, pour le moment. Vous l'interrogez sur n'importe quel sujet, ils vont répondre, nous allons engranger de l'argent ici. Bon, ben, très bien. Donc, si c'est ça qu'il veut entendre, c'est ce qu'il faut lui dire. Bon. Donc, je pense qu'il va y avoir la signature d'un certain nombre de MOU, ça, sans aucun doute. Il y aura certains contrats qui seront certainement respectés, mais il y en a beaucoup qui resteront lettres mortes. Hein. Ça dépendra tout à fait de la durée du personnage. Heureusement, si vous voulez, en politique, les États sont des monstres froids, donc ils savent jouer. Ça vous convient, ma réponse? Chers collègues. Solution et des États, vous avez parlé de la volonté politique. Alors, cette volonté politique, elle doit venir de toutes les parties. Et est-ce que vous pouvez vous envisager, avec votre expérience et vos observations, que différents gouvernements en Israël, qui ne seraient pas dominés par une coalition avec l'extrême droite, pourraient se projeter en ayant un voisin qui serait un État palestinien? Non, c'est une très bonne question et la réponse n'est pas facile parce que concrètement, quand vous regardez l'évolution de la société israélienne, malheureusement, elle ne va pas toujours dans le bon sens. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a quelques années, la gauche israélienne était tout à fait ouverte à l'idée d'un État palestinien. Aujourd'hui, ceux qui parlent de la question palestinienne sont devenus minoritaires en Israël. Bon.
Donc ça, c'est un vrai sujet. Maintenant, Israël est un pays démocratique, il y a beaucoup de gens intelligents en Israël. Je pense quand même que certaines personnes vont se poser la question qui me paraît essentielle pour l'avenir même d'Israël. Est-ce que vous pouvez sérieusement envisager d'ici quelques années un État unique avec la moitié de la population qui n'est pas juive? Bon, l'expérience a montré ailleurs, ça ne marchait pas. Bon. Donc je pense que pour l'intérêt même d'Israël à terme, il vaut mieux avoir un État palestinien à côté. Alors, on ne peut pas empêcher les Israéliens qui sont en position de force de vouloir négocier en position de force des mesures comme le fait que, par exemple, des mesures, par exemple, en matière de sécurité. C'est-à-dire que seule l'autorité palestinienne aura l'usage de la force, ce qui me paraît évident, de négocier sur le maintien d'un certain nombre de colonies, de s'assurer qu'il n'y a pas de retour de tous les réfugiés, mais qu'ils auront simplement droit à un passeport. Enfin, je veux dire, il y a différentes formules qui sont possibles. La question, c'est effectivement, est-ce que politiquement, c'est quelque chose qui finira par apparaître dans l'opinion publique israélienne? Il faut l'espérer. Parce que si ce n'est pas le cas, ce que je crains, c'est que nous vivions encore des années, des dizaines d'années, avec des explosions qui s'expliqueront par le fait que la question n'est pas réglée. Moi, si vous voulez, je me rappelle lors de la visite du président Sarkozy à l'époque en Arabie Saoudite, il m'avait demandé, il m'a dit, trouvez-moi une formule qui fasse mouche pour l'opinion publique saoudienne. Bon, je lui dis, écoutez, c'est facile, la meilleure sécurité d'Israël, c'est la justice pour les Palestiniens. Bon. Eh bien, effectivement, il l'avait sorti dans son discours. C'était évidemment le titre qui était en premier dans toutes les choses. Bon, mais c'est une formule. Mais je pense qu'elle est exacte. Vous ne pouvez pas nier les droits des Palestiniens. L'identité palestinienne existe. Et donc, vous pouvez toujours faire semblant de dire oui, mais elle est récente, elle est ci, elle est ça, etc. C'est pas le sujet. Aujourd'hui, elle existe. Bon, donc il faut trouver une solution. Revenir sur ce sujet de l'État palestinien, beaucoup d'opinions doutent de la viabilité de cet ensemble comme État, dans la mesure où, d'une part, la Cisjordanie est très limitée par les importations, Gaza est en ruine aujourd'hui, l'autorité, on ne sait pas quelle elle sera. Alors je vais répondre deux choses. La première, sur les 190 pays qui existent à l'ONU, vous en avez à peu près 140 qui ne sont pas viables. Bon. Et qui vivent d'aide, d'assistance, de ceci, de cela. Bon. Donc si vous voulez, ça ne sera pas le premier. Bon. Deuxièmement, ils ont la chance d'avoir la solidarité de leurs voisins. Et pour les pays du Golfe, je veux dire, ce qui sera l'État de Palestine, n'oubliez pas une chose, c'est que sur la Palestine mandataire, aujourd'hui, les territoires palestiniens représentent 22% de ce qu'était la... C'est dire à quel point c'est minuscule. Donc, si vous voulez, ce qui importe, c'est qu'il y ait effectivement que les gens, les réfugiés, les gens aient un passeport, puissent avoir une identité reconnue, ne soient pas des gens dans des camps, enfin uniquement dans des camps et sans passeport, sans c'est ça qu'il faut régler d'une façon ou d'une autre. Bon, donc c'est pour ça que oui, on peut trouver des solutions parce qu'encore une fois, les moyens internationaux, regardez un peu les dépenses qui se font dans le monde, que ce soit pour différentes guerres ou autre truc. Vous savez, on peut trouver quelques milliards pour construire un État palestinien. Ça, c'est pas un sujet. On prend 3 questions et on arrête. Monsieur. Bonsoir. Juste pour rester toujours dans Gaza, on a appris au travers de la presse que le Premier ministre israélien souhaite intensifier la guerre à Gaza en poussant la population au sud, en l'expulsant de la bande de Gaza. Est-ce que vous pensez que ça pourrait réussir, en fait, ce projet pourrait réussir, de vider la bande de Gaza de ses habitants et pour les envoyer où? C'est-à-dire, à partir du moment où vous avez eu la proposition folle de M. Trump, les Israéliens ont été ravis naturellement de l'acheter, ça c'est évident. Mais quand vous regardez les réalités sociales et les réalités politiques, je ne vois pas comment vous allez déplacer 2,5 millions de personnes. Les Égyptiens n'en veulent pas dans le Sinaï pour une raison très simple, c'est qu'ils ont déjà suffisamment de problèmes dans le Sinaï
avec des tribus qui sont gangrénées par les frères musulmans, ils n'ont pas très envie de voir atterrir chez eux une population qui elle-même aurait été gangrénée par les frères musulmans pendant quand même quelques années. Et donc, quant à la Jordanie, 60% de la population est d'origine palestinienne. Si maintenant vous y mettiez les Gazaouis, eh bien, je vois difficilement comment le gouvernement jordanien peut continuer à survivre avec 70-80% de la population qui est d'origine étrangère. Bon, même si ces Palestiniens-là sont intégrés, mais c'est quand même pas tout à fait la même chose. Quand vous avez quand même 40% de la population qui sont des autochtones, si je puis dire, bon, c'est quand même plus facile, vous avez une base. Si maintenant vous devenez complètement minoritaire chez vous, ça devient beaucoup plus compliqué. Donc ni le gouvernement d'Amman, ni celui du Caire n'accepteront, de toute façon. Donc c'est pour ça que si vous voulez, bon, on a entendu déjà suffisamment d'histoires un peu folles sur le Canada, le Groenland et autres choses, donc je veux dire, ça en fait une de plus, hein, mais c'est pas... Saint-Pierre-et-Miquelon, oui aussi. Oui. Certains feraient mieux de se taire de temps en temps, mais enfin bon. Monsieur ? Oui, bonsoir. Vous avez parlé en fait du facteur religieux, notamment de l'évolution d'un certain islam, et vous avez évoqué l'opinion publique israélienne qui avait bougé, mais en réalité, du côté palestinien aussi, c'est-à-dire que les combattants palestiniens d'aujourd'hui ne sont pas, en tout cas pas tous, ceux qui pouvaient être il y a 20 ou 30 ans, ce qui rend plus compliqué la solution à 2 États, parce qu'en fait, c'est la coexistence potentielle d'un État qui voudrait d'une manière ou d'une autre, ou en partie, continuer à s'étendre ou se débarrasser du deuxième en raison de cette emprise. Mais le Hamas, c'est quand même un mouvement d'abord religieux, donc c'est quand même une donnée complètement différente et qui, d'ailleurs, vous l'avez dit pour l'Égypte, qui veut pas des frères musulmans, donc on peut penser que c'est logique qu'Israël n'ait pas envie d'un État frériste aussi à ses côtés. Donc je pense que ça, c'est un élément peut-être un peu de complication. Oui, mais la question est différente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, d'une part, la situation qui a été faite à la population de Gaza fait que même si vous avez eu énormément de combattants du Hamas qui ont été tués, la population civile, c'est-à-dire ceux qui ont perdu un père, une mère, un frère, un cousin ou un truc, ça fera les terroristes de demain, sans aucun doute, musulmans ou pas musulmans, c'est pas la question. Quand vous avez perdu des membres de votre famille, en général, vous en souvenez, surtout si vous n'avez aucune perspective. Bon. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, du coup, le Hamas paraît plus populaire en Cisjordanie que l'autorité palestinienne. Parce que l'impression que cela donne, c'est que puisque de toute façon, on ne veut pas nous reconnaître, la seule chose à faire, c'est la résistance. Bon. Alors, évidemment, c'est ce qu'on appelle le cercle vicieux. Bon. Et donc, toute l'idée, c'est de mettre un terme à ce cercle vicieux qui a été entretenu, malheureusement, largement par M. Netanyahou. C'est ça le problème. Il va être 19h45. Une dernière question. Oui. Moi, j'ai juste une question. Vous avez dit que les Européens sont d'accord avec leur vision d'Iran, mais je pense aussi pour la majorité de peuples iraniens est aussi d'accord qui sont contre le gouvernement. Donc avec les négociations avec les États-Unis et peut-être moins d'actions militaires nucléaires, est-ce que vous voyez peut-être un chemin où l'Iran peut avoir des relations normaux avec les États-Unis et les pays arabes et peut-être l'amélioration des situations des Iraniens? Bien sûr, si vous voulez, je vous l'ai dit, le problème c'est qu'aujourd'hui, l'État iranien est un État mafieux. C'est-à-dire, c'est effectivement 60% de l'économie est aux mains des gardiens de la Révolution. Et effectivement, ces gens-là n'ont pas très envie de perdre le pouvoir et tout l'argent qui y avait. Il ne faut pas oublier que c'était un peu la lie de la population et qui, du jour au lendemain, s'est trouvé aux commandes et avec tous les avantages qui l'accompagnent. Donc la résistance du régime, elle s'explique tout simplement parce qu'ils veulent préserver leurs intérêts. Mais comme vous l'avez dit vous-même, la majorité de la population aimerait bien vivre autrement. Et quand vous voyez les élites iraniennes qui sont remarquables, beaucoup d'entre elles d'ailleurs sont aux États-Unis, ont été formées, et la plupart des Iraniens se fichent éperdument et de la cause palestinienne et de la promotion de l'islam, qu'il soit chiite ou pas. Ce qui les intéresse, ils aimeraient vivre comme tout le monde et même, si possible, profiter des richesses du pays. L'Iran est un pays béni des dieux, il ne faut pas l'oublier. Quand on regarde ses richesses en hydrocarbures et ailleurs, une civilisation brillantissime, etc. Donc le problème, c'est le régime. Bon, maintenant, le régime n'a pas envie de disparaître pour les raisons que j'ai évoquées. Donc, est-ce que la négociation permettra à ce moment-là à la société, parce qu'il n'est pas question que ce soit de l'extérieur, une transformation, parce qu'en général, ça ne fait que rassembler la population auprès du gouvernement, donc c'est pas la solution.
Mais il faut qu'effectivement, il y ait un arrangement et qu'à partir de cet arrangement et une évolution de la société et un développement économique, et bien à ce moment-là, ce régime qui est totalement corrompu, pourri, et bien finira par disparaître par la force des choses. Hein. C'est pas... Alors, combien de temps ça prendra, j'en sais rien. Voilà, merci beaucoup. Je crois que Sophie va...